On est parti donc en live pour cet après-midi aux rencontres audiovisuelles 2024 de l'Anstia. C'est la dernière séance et la dernière conférence. Et pour cela, on reçoit Régis Gonzalez, qui est plutôt un artiste au démarrage qui fait aussi de l'enseignement. Je te présente rapidement, mais tu vas pouvoir rebondir, Régis, Oui, bien sûr. qui est plutôt un artiste donc visuel au départ, enfin un artiste visuel qui au départ a travaillé surtout sur la peinture, le dessin, et qui s'est mis au fur et à mesure à l'IA et tout ce qui était technique, un peu ordinateur, etc. Donc je te laisse te présenter un peu plus. Oui, bonjour. Déjà, merci de me recevoir. Désolé de ne pas être là, mais habitant Chambéry, c'était un petit peu compliqué pour mon emploi du temps. Donc, merci de me recevoir. Oui, effectivement, je suis plasticien depuis 25 ans, un peu touche à tout. J'ai toujours eu des ordinateurs entre les mains. Toujours été fasciné par l'image et son signifiant, plus particulièrement. Et voilà, il y a quelques années, donc 2 ans à peu près, il y a une IA qui s'appelait Midjourney qui est arrivée sur le marché, qui était en vase clos, c'est-à-dire qu'on était invité, coopté par d'autres artistes. Et donc, je faisais partie des 500 premiers artistes à pouvoir utiliser cette technologie. Technologie que j'avais déjà fantasmée sur mon vieil Amstrad CPC 464 à l'époque, où je me disais, mais ce serait génial plutôt que de m'embêter à apprendre à dessiner, sachant que ça va prendre très longtemps, pouvoir décrire ce que je veux voir. Donc, c'était une chose que j'avais déjà fantasmé quand j'étais petit, j'avais une dizaine d'années. Et donc, quand j'ai pu tester cette technologie qui était déjà assez basique sur la V1 de Midjourney, j'ai tout de suite vu qu'il se passait quelque chose qui allait être un vrai changement de paradigme par rapport à la création d'images. Voilà. Sinon, en Ben, tant qu'artiste, je suis très volatile, c'est-à-dire que je suis un peu agaçant parce que je suis un peu comme un gamin. C'est-à-dire que je m'intéresse à quelque chose, puis une fois que j'ai compris, je passe à autre chose. Et voilà, les IA en ce moment m'ennuient de plus en plus. On y reviendra peut-être. Donc, je m'oriente vers d'autres choses. Ça devient un outil parmi d'autres, en fait, depuis les 2 années que je l'utilise. alors en tant qu'outil, donc on va peut-être présenter une première production. On a trois petites vidéos, enfin deux petites vidéos de toi, enfin de ta création. On va commencer par Popo, qui est assez explicite. On va lancer, voilà. Je vous demanderai de réagir après. Bla 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 bla. Inflation. Inflation still blah 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 show blah blah we ta chiappa mai ti gare se ta ga convarcare sarà para sosta pittande ti wolf potato sarà skos kalp dino gesant man I didn't know what this is clear the chiappa mai ti gare so alles lang blah 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 blood is my taxi the blah 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 blood is blah blah but all your blood and rain for on it rage blood is blah blah for migrants blah 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 all is blah blah rich all is for rich all is security insecurity 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 Donc ça, c'est une première production qui s'appelle Popo, Euh, qui résume c'est peut-être un peu ton travail. peut-être pas. Non, peut-être pas, non. Mais sur le côté des Non, aspérités, on verra peut-être encore plus les aspérités sur l'autre, sur ces questions-là. Mais peut-être déjà les premières questions, c'est avec quel logiciel tu utilisais ça? Est-ce que tu as fait, en termes de son, un travail particulier? Est-ce que tu t'es adapté à une IA ou est-ce que tu as tout fait à la mano, entre guillemets déjà, excusez-moi
de vous infliger ce court-métrage totalement régressif et sauvage. C'était un peu le but aussi, hein. En tant qu'artiste, j'ai le droit d'être bête, ça qui est bien aussi, et idiot. Alors oui, j'ai utilisé plusieurs IA. J'ai utilisé Midjourney pour fabriquer les images, donc des hommes en cravate avec des masques. La musique est totalement créée aussi sur Suno.ai, donc la version 2, si je me rappelle bien, donc qui n'était pas parfaite et qui était justement très intéressante. Puis j'ai adapté le montage sur le son, comme je ferais avec n'importe quelle vidéo, comme quand j'étais monteur dans une autre vie. Et la vidéo est animée sur Runway, qui est la version 2. Là, ils viennent de sortir la version 3, qui est bien meilleure. Et justement, parce qu'elle n'est pas bonne, parce que ces IA n'étaient pas bonnes, c'est là qu'elle m'intéressait, justement. Oui, Voilà, en gros. c'est là-dessus que je voulais réagir. C'est que toi, en tant qu'artiste, ce que tu aimes, c'est ce que tu as aimé particulièrement dans les IA, c'est les aspérités qu'il y a, les erreurs, les glitches, etc. Et que c'est pour ça que tu commences pas à t'en détourner, mais à t'intéresser un peu moins parce que ça devient de plus en plus parfait. Et on verra peut-être dans l'évolution des vidéos qu'on va passer aujourd'hui cette problématique. Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, moi, je m'intéressais aux glitch déjà il y a une vingtaine d'années, quand je téléchargeais pour les plus anciens qui doivent connaître, quand je téléchargeais sur la mule, sur Emule. Il y avait moyen de regarder la vidéo qu'on était en train de télécharger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, ça téléchargeait les paquets. Et quand il n'y avait pas les paquets, ça créait souvent un glitch. C'est-à-dire qu'on voyait l'image et elle passait au plan qui devait être peut-être 2 minutes plus tard. Et pour coller l'image, eh ben, on avait cette espèce de glitch, une espèce de déformation visuelle animée. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'intéressait beaucoup. Je les collectionnais, mais même sans, comment dire, instinctivement, en fait, je voyais qu'il y avait une nouvelle esthétique qui m'était proposée, qui n'existait pas avant, et qui parlait en fait de l'imperfection de la machine, quoi. Parce que l'imperfection de la machine, c'est ce qui la rend aussi plus humaine, il me semble. Parce qu'on n'est pas parfait, quoi. On est assez mal foutu en général, que ce soit physiquement ou mentalement. Voilà, on fait partie d'un chaos qui est plus ou moins ordonnancé, alors que la machine, elle, est plutôt parfaite. Et donc, pour moi, c'est vrai que c'est assez fascinant ce début enfin, c'est pas le début des IA, quoi, mais en tout cas le début des IA populaires, on va dire, ou qui rentrent pour le grand public, parce qu'elles sont vraiment, vraiment mal foutues. Donc, je les trouve touchantes quelque part, et voilà, je trouve qu'il y a une esthétique que j'essaie d'exploiter, en fait, plus ou moins, avec un discours ou pas. Et ça va être peut-être encore plus visible dans le second court-métrage où vraiment, je me suis vraiment servi de ces glitches pour fabriquer une pseudo-narration, on va dire, ou plutôt une sensation, en tout cas. Et ça va être, je pense, peut-être plus parlant. Dans le prochain court-métrage, la musique est aussi faite par IA sur Suno AI aussi. Et je pense que par plein de monde, en fait, cette musique ou cette chanson ou ces sonorités sont plutôt quelque chose de raté, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur l'IA, ils veulent surtout pas avoir ce type de sonorité parce que c'est un peu crado. Vous allez voir, c'est loin d'être parfait. La voix a l'air un peu robotique, c'est étrange. Et moi, au contraire, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Après, ça vient peut-être d'un passé un côté un peu hacking, c'est-à-dire que les IA d'aujourd'hui, quand vous utilisez les IA sur Suno, sur Midjourney, peu importe, à partir du moment où vous upscalez l'image, où vous choisissez l'image, il y a un autre algorithme derrière qui bosse pour dire « Ok, ça, c'est une bonne image ». L'humain pense que ça est une bonne image. Et c'est avec cette image-là qu'ils vont réentraîner un nouvel algorithme, une nouvelle IA, un nouveau modèle qui va être encore plus performant. Seulement, si on prend des images un peu toutes pourries, un peu toutes fracasses, que des personnages à 6 doigts ou à 4 jambes, eh ben, l'IA va être réentraînée avec ça en pensant que ce sont de bonnes images. Donc, voilà, tous les biais de l'IA, la manière dont on peut hacker l'IA aussi, d'une certaine manière,
m'intéresse. Ça parle aussi de l'esthétique. Qu'est-ce qu'une belle image? Qu'est-ce qu'une belle image pour le grand public? Qu'est-ce qu'une belle image pour un artiste? Qu'est-ce qu'une image intéressante ou pas? Voilà. Mais voyons peut-être le deuxième court-métrage qui est, pour simplifier, ma manière de voir Alice au pays des merveilles. Il y a une expression qui revient souvent quand on utilise les IA, c'est d'être tombé dans le terrier du lapin, en anglais, falling into the rabbit hole. C'est-à-dire que parfois, l'IA nous propose des choses tellement fascinantes, tellement pas ce qu'on nous avait demandé, qu'on se met à générer des images et générer des images. Le temps commence à disparaître et on tombe dans cette espèce de terrier qui est un peu le rêve de la machine, quoi. Voilà, donc je trouve que ça s'applique à Alice au pays des merveilles. Ok, alors on va lancer The Rabbit Hole, que je vous souhaite un bon cauchemar. Je suis désolé. Alors c'est très bizarre aussi parce que je vois pas ce que vous voyez. Ah, oui. J'entends pas. And the rabbit hole. Let's go deep inside you. It's a magic hole. Voilà, le film est passé. Tu as eu quelques applaudissements quand même. Et, non, merci pour ce film. Moi, je pensais aussi on pense à plein de choses en voyant ton film, aussi bien même au Petit Chaperon Rouge, version Petit Chaperon Blanc, avec à la place du loup un lapin. On pense à quelques films japonais aussi, avec la télé ou le cadre et la personne qui passe au-dessus. On pense à pas mal de choses. Voilà, Ring, ouais. Donc ça, c'est quelque chose que tu as fait pareil sur les mêmes logiciels, ou est-ce que tu étais passé Non, c'est exactement les mêmes, sauf les deux premiers plans de la petite fille qui marche, qui est fait sur une IA qui est très récente, qui est probablement aussi bonne que celle qui va sortir d'OpenAI, qui s'appelle Sora. Et là, l'IA que j'ai utilisée, c'est Luma, Luma.ai, qui est donc très performante parce qu'elle permet des mouvements de caméra rapides. C'est-à-dire que sur Runaway, enfin jusqu'à ces deux années-là, quand la vidéo est arrivée, on avait le droit en générant à partir d'images ou à partir de prompts à des images un peu slow motion, en fait, plutôt.
c'est légèrement ennuyeux, on ne peut pas faire de films d'action, on ne peut pas faire de choses qui bougent, quoi. Et donc là, depuis Luma AI et prochainement Sora, on a des images qui bougent très rapidement et des mouvements de caméra qui peuvent être assez impressionnants. Donc ça, c'est une vraie nouveauté parce que ça demande, je pense que c'est extrêmement complexe d'un point de vue calcul à faire. Et ce sont des IA qui coûtent beaucoup plus cher par conséquent, puisque ça demande évidemment beaucoup plus de bases de calcul. Ok, merci. Voilà. On va venir aussi sur le fait que là, on voit bien justement ce que tu disais avant, notamment sur l'imperfection, le glitch, etc., et les aspérités qui intéressent dans ton travail. On peut revenir sur l'idée que l'IA est de plus en plus performante et toi, tu as une vision assez pessimiste de l'avenir des métiers, puisqu'on va peut-être parler de la question des métiers et que tu as quelques statistiques à nous donner, par exemple. Écoute, ça dépend des jours en fait, hein, mon pessimisme. Aujourd'hui, je suis plutôt positif en fait, tu vois. Donc, je ne vais pas dire l'inverse que ce que je t'avais dit autrefois, mais on fait de la prospective là. C'est très complexe avec ces choses-là parce qu'il y a des revirements de situation un peu tous les jours, quoi. Maintenant, je pense que si vous voulez, je pense que pour les faiseurs d'images, techniciens de l'image, images institutionnelles, ça peut être compliqué. Effectivement, très probablement, il y a des contrats qui vont se perdre. Ça se vérifie déjà en photographie depuis que Midjourney a sorti la V6 particulièrement et qu'il y a une proportion de la population à grandir, à utiliser Stable Diffusion, particulièrement dans les pays en voie de développement comme l'Inde ou l'Afrique, où les mecs sont capables de sortir des choses vraiment extrêmement performantes pour un prix absolument dérisoire. Donc déjà, il y a 1 an et demi, je voyais des productions de logos pour 5 $. Voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Quand on est illustrateur ou quand on est designer, voilà, on faisait payer un logo lambda pour le kebab du coin ou la boulangerie du coin à 200 balles à peu près. Et ça nous prenait quand même une demi-journée ou un peu plus. Voilà, là maintenant, ça pouvait être fait en 5 minutes, 5 $. Bon, forcément, il y a un manque à gagner quelque part pour les gens. Là où j'étais peut-être un peu vite, mais tu me dis hein, si je vais trop vite. Pour l'image, il peut se passer aussi potentiellement la même chose pour la vidéo. Je vais vous prendre un exemple. Je suis une marque de mode. Je veux faire une photo de mode d'une très jolie personne et il me faut derrière que j'aille à Hawaï parce qu'il me faut des palmiers et que mon entreprise est finlandaise, il n'y en a pas. Bon, combien ça va me coûter? Il va falloir que je prenne un chef-op pour la lumière, un photographe, un mannequin, faire un casting, un maquilleur, 2 assistants, un guide peut-être, prendre les billets d'avion, ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est un budget pour une photo qui est absolument énorme. Désormais, en 1 journée, 2 journées, avec un directeur artistique et un mec qui maîtrise, on vous sort ça assez facilement. Donc forcément, les grosses entreprises vont se servir. C'est la marge du capitalisme, en fait. Hein. Je veux dire, si on peut économiser de l'argent, on le fera pareil. Il va se passer la même chose en vidéo. On va voir le 3e film dans pas longtemps, qui est très très court, qui est absolument inintéressant. C'était juste pour vous montrer où on en est aujourd'hui, pour pouvoir vous projeter d'ici 1 ou 2 ans à quel niveau on va être de technicité. L'IA, il y a 1 an, ne comprenait pas le poids du corps, par exemple, pour faire de la vidéo. Donc, on avait des personnages qui flottaient un petit peu, les jambes se dédoublaient. Elle ne comprenait pas ça. Là, je pense que maintenant, ça a été entraîné avec des modèles 3D, avec des moteurs 3D, je ne sais pas trop comment ça marche, puisqu'ils gardent tout extrêmement secret, hein, ce n'est pas du tout open source. Là, maintenant, l'IA comprend le poids du corps. Donc, elle commence à comprendre le monde dans lequel on vit. Elle commence à comprendre le vent, elle commence à comprendre les flammes, elle les comprend déjà très bien, l'eau aussi, les réactions de l'eau aussi. Voilà, on va pouvoir créer des images parfaites avec tel angle de caméra, avec telle focale,
telle ouverture, relativement facilement d'ici 2 ans, on va dire, est parfaite et indétectable. Donc, quelles conséquences ça aura sur vos métiers si vous vous y mettez pas? On va en parler peut-être après le 3e film, Ok, juste pour qu'ils aient un petit ordre d'idée. Soyez attentifs, ça dure 20 secondes, hein, c'est très très court. Oui, et je me permets de rajouter que c'est pas, si tu m'as bien dit que ce n'est pas un de tes films, hein. Non, non, c'est un truc que j'ai chopé, Ok, donc c'est une image un film de démonstration. tout à fait. Captain! Et voilà, il avait l'avantage d'être court, puisque tu avais dit qu'il serait inintéressant, au moins il est court. Donc je te laisse rebondir sur le film que tu as voulu nous montrer, qui n'était pas de toi, mais pour parler justement de l'avenir de ces IA, vers quoi on est en train de tendre et vers quoi on va aller, quoi. Donc voilà, bon, les premiers plans, vous voyez, c'est un plan juste de derrière d'un personnage qui marche. Il y a 1 an, ce n'était pas possible. Là, la caméra bouge en même temps, relativement rapidement. C'est déjà pas mal. C'est déjà assez impressionnant, je trouve. Ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est sur le plan d'après, avec le gros plan sur le mec de l'armée, c'est qu'au moment où il tourne la tête, on change de point de vue, on change de, pardon, comment on appelle ça, de depth of field. La caméra est nette sur lui d'abord, et ça tourne vers un personnage qui est derrière, qui le met lui en net. Voilà, ça c'est quand même des mouvements de caméra qui sont quand même assez complexes et qu'on arrive aujourd'hui en tout cas à demander par le prompt. Et voilà, ça vous donne une petite idée. Et tu me parlais aussi de, quand je t'ai dit, mais l'avenir c'est le prompt, tu me disais, oh, c'est dépassé. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Oui, parce que en fait, avant, c'était assez complexe d'avoir des images, d'avoir de bonnes images. C'était quand même très complexe parce que l'IA comprenait pas le langage naturel. Donc, il fallait comprendre la machine plus qu'autre chose. C'était pas du tout c'était une sorte de dialogue, on va dire, où on devait comprendre à partir de l'image qu'elle nous donnait, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on n'avait pas et pourquoi. Donc, c'était à nous de la comprendre. Là, maintenant, il y a le langage naturel qui est rentré dans les prompts, donc ça devient extrêmement simple, si on a une idée précise, d'obtenir ce qu'on veut. Cependant, c'est difficile d'avoir une idée précise de ce qu'on veut. En fait, je ne sais pas si vous avez essayé, mais quand on doit inventer de tout de A à Z, eh ben, très franchement, faites l'exercice, hein. Essayez de décrire une scène que vous imaginez là maintenant et de filer la feuille à votre collègue qui lui aussi va essayer de décrire ce que vous avez décrit. Ben, c'est pas si évident. En fait, c'est très complexe. On a une connaissance du monde qui est assez mince finalement. Il faut imaginer le décor, le temps qu'il fait. Moi, c'est quelque chose que je fais avec les enfants. En fait, la plupart des enfants, quand ils dessinent quelque chose au milieu d'une feuille blanche, un personnage très souvent. Et mon boulot, quelque part, c'est de lui dire quel temps il fait, où est-ce qu'on est, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a des mouches, est-ce qu'il y a un lapin qui court derrière, est-ce qu'il est dans une maison, est-ce qu'il est en France, est-ce qu'il est ailleurs, ton personnage, comment il est, quel âge il est. Vous voyez, c'est en ça que je vais être plutôt positif pour le futur, c'est que quand même, vous êtes des professionnels et vous avez une expertise de l'image profonde. D'accord ? Ça, la personne lambda, je ne dis pas ça méchamment du tout, mais on est formé à l'image en fait. On a des compétences que les gens qui ne travaillent pas dans l'image n'ont pas. Donc très probablement, vous n'allez pas être remplacé par quelqu'un de lambda qui n'y connaît rien à l'image. Ce n'est pas possible en fait. Moi, de ce que je vois, enfin de ce qui est fabriqué sur Midjourney ou en vidéo ou quoi que ce soit, c'est des images extrêmement génériques qui sont déjà kitsch en fait. Le kitsch va beaucoup plus vite. Avant, ça prenait 20 ans, vous voyez, pour faire une image kitsch. On l'a fait dans les années 70, elle devient kitsch dans les années 90. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est tous les 2 ans que les images deviennent kitsch. Et donc,
C'est pour ça que quand vous êtes un professionnel, vous sentez ça, vous voyez venir ça, vous savez fabriquer une image qui est plus intéressante que les autres, Mais a priori. oui, mais ça va demander quand même une évolution du métier, c'est-à-dire se former un peu à l'IA, notamment au prompt, enfin, à tout ce travail-là qui est de spécialistes d'IA, en fait. Ben, c'est fort possible, mais dans l'idée de gagner du temps sur des plans de merde qu'on n'a pas envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que l'IA nous aide en fait à faire des choses qu'on n'a pas trop envie de faire. Est-ce que je suis clair Oui, quand je dis non, ça? là-dessus, tu es clair, je pense. Donc, ça peut être un vrai gain de temps pour plein de choses. Je veux dire, si vous voulez faire un plan de drone d'une ville, de New York, j'en sais rien, vous devez faire un film sur New York. Au lieu d'aller chercher les autorisations 4 mois avant à la ville de New York, trouver un mec qui fait du drone, qui va vous coûter une blinde, tout ça, vous le demandez en prompt, il va vous le sortir en 5 minutes. Bon, c'est quand même vachement utile. C'est un énorme gain de temps sur des petites productions pour avoir des images qui peuvent être nécessaires et impressionnantes. Voilà. Donc oui, effectivement, ça peut demander un apprentissage. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, c'est vrai. C'est un peu flou. Et en même temps, il y a des questions techniques. C'est où vont ces images, en fait? C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que vous bossez avec ça, tous les prompts que vous demandez sont stockés quelque part. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop où. On ne sait pas trop à quoi ça va servir. Est-ce que ça ne file pas des informations capitales? Il y a encore plein de questions là-dessus du fait de l'hégémonie de quelques entreprises. D'accord. Donc, ouais, là où il va falloir vraiment former des gens, c'est des gens qui mettent ces systèmes-là autonomes, donc particulièrement Stable Diffusion qui est open source, sur des PC en interne, bloqués, pour justement qu'il n'y ait rien qui sorte. Donc il y a encore plein de problèmes techniques comme ça, on a encore un peu de temps pour se former, tout simplement à cause de ça. Et donc toi tu sais, mais je reviens sur Stable Diffusion, tu mets ça en place dans ton école, dans l'école dans laquelle tu enseignes? Oui, oui. Alors, j'ai réussi à faire acheter deux gros PC parce qu'il faut des énormes PC avec une très grosse carte vidéo qui coûte quand même pas mal, avec des PC qui sont bien alimentés, avec une grosse ligne de 700, entre 700 et 1000 watts. Donc, c'est pas rien comme investissement. Mais ça se fait, ouais. Donc ça peut-être aussi, c'est des choses à penser pour nos universités, pour nos écoles, pour nos institutions. Est-ce qu'en interne, on peut, auprès des étudiants, mettre en place des IA qui soient finalement beaucoup plus respectueuses, aussi bien de la RGPD, etc. Voilà. En tout cas, je te remercie pour cette présentation. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions du public. Puisque aujourd'hui, je tiens quand même à dire qu'il devait y avoir 2 intervenants, il n'y en a plus qu'un. Donc, on a le temps largement de passer sur des séries de questions. Je vais commencer par le premier qui a levé la main. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention, c'est passionnant. Moi, j'ai 2 questions. La première est juste très pragmatique et technique. Donc, sur la gestion du temps, donc en fait, en gros, le temps, c'est surtout le temps de rédiger un bon prompt, par exemple. Et une fois que ce prompt est fait, combien de temps met l'IA à générer, par exemple, la vidéo qu'on a vue la dernière? Ça serait plus, voilà, si vous pouvez répondre là-dessus. Et l'autre question que j'ai, c'est plus une question de fond. Est-ce que quand même, il n'y a pas... l'IA ne va pas se faire rattraper par une dimension juridique. Parce que de ce que j'ai compris, moi, c'est que l'IA en fait, ne crée rien à partir de rien. Elle recycle, elle réemploie, elle travestit des images qui existent déjà. Et il y a quand même une question du droit d'auteur, en fait, qui est, là, j'ai l'impression qu'on est dans les eaux internationales, qu'il n'y a pas de législation, mais qu'à un moment donné, on va juste se dire, ok, mais là, l'image du film de guerre, ça correspond en fait à telle séquence de tel film qui a été utilisé, qui a été dévoyé. Ça pose quand même cette question-là. Et je me demande s'il n'y a pas à un moment donné des lois qui vont faire que ça va un peu arrêter cette espèce d'ouest sauvage dans lequel on est là avec l'IA. Alors pour la première question, ça va très vite. Hein. Alors ça va très vite parce que c'est en ligne.
Donc, ça veut dire qu'on paye, en fait, on achète de la puissance de calcul qui est faite sur des énormes cartes vidéo. C'est des A100, je crois, un truc comme ça. Ça doit coûter 15 000 balles pièce, un truc comme ça. C'est extrêmement rapide. Donc, je sais pas, sur une image sur mid-journée, c'est 30 secondes, 20 secondes à peu près, haute def. Sur de la vidéo, ça va peut-être un petit peu plus long, mais ça va être 1 à 2 minutes. C'est pas, et ça va être optimisé, hein, de toute façon, dans le futur, quoi. Parce qu'évidemment, le but de tout ça, entre autres, ce serait qu'on ait du live. D'accord? C'est-à-dire qu'en live, avec des casques VR, l'image change suivant le prompt qu'on met. Ou, vous voyez, il y a la 3D qui est en train d'arriver aussi. C'est pareil, c'est inventer des jeux vidéo. Enfin, c'est le métaverse plus, on va dire, avec une image haute def et des mondes infinis générés en temps réel, avec une consommation de calcul absolument gigantesque. Pour ta deuxième question, je suis partagé là-dessus. Franchement, je suis partagé. Il y a des fois, je me dis, ouais, c'est dégueulasse. On ne paye pas les artistes, on ne paye pas les informations. Il y a d'autres fois où je me dis, c'est quand même ce qui sort à la fin qui est important, tu vois. Et ce qui sort à la fin, c'est pas un plan exactement comme le plan du film. C'est un plan qui a inventé quand même. Donc, on n'est pas dans l'ordre du plagiat, tu vois. Est-ce que si toi, tu fais exactement le même mouvement de caméra, c'est répréhensible? C'est quand même compliqué. C'est-à-dire que le style n'est pas copyrightable. D'accord? Moi, je connais plein de peintres, venant plus de là, qui font du pseudo-Basquiat. Dégueulasse. Alors, eux, je leur collerais bien des procès, mais en fait, je n'ai pas le droit, parce que la loi ne m'y autorise pas. On imite un style de peintre. Bon. Est-ce que prendre des informations gratuitement, comme Facebook est en train de le faire, hein, si vous êtes sur Facebook d'ailleurs, ils sont en train de prendre toutes vos informations, toutes les photos de vos gosses, comme ça. Voilà, on est un petit peu protégé en Europe, mais très franchement, moi j'ai essayé pour voir. Moi je m'en fous ce qu'ils prennent parce que je savais depuis longtemps qu'ils allaient le faire, donc les images que je mets, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est très compliqué en fait d'enlever de opt-out, on appelle ça l'opt-out, c'est-à-dire que c'est à vous de faire la démarche pour qu'ils ne prennent pas vos informations. Seulement, là il y a eu un petit coup de terre la semaine dernière, Google a décidé de faire sa propre IA. Google, c'est Internet, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez. Allez leur faire des procès, allez-y, c'est pas grave. Je veux dire, ils vont tellement gagner de fric là-dessus. Mais tu as raison, il y a une chose où je pense c'est possible que tout s'arrête en fait. C'est possible qu'on n'utilise plus les IA à un moment donné, parce qu'il y aura eu trop d'erreurs, des erreurs stratégiques, militaires par exemple. Le gouvernement russe qui hack l'hôpital et qui donne des mauvaises informations sur les radios de monsieur qui avait en fait un cancer du poumon, puis on lui a enlevé le côlon. Je dis n'importe quoi, mais le hackage du futur, c'est l'IA, c'est certain. Donc, c'est possible qu'à un moment donné, les États disent, on stoppe tout parce que c'est trop dangereux. Mais on ne peut pas le savoir, ça, si tu veux. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de procès en cours là-dessus. On verra ce que ça donne. Maintenant, les lobbies sont tellement puissants. OpenAI va peser combien 700 fois plus qu'IBM dans un futur proche. Je ne sais pas si tu vois. Enfin, c'est des mecs qui vont avoir une puissance de feu au niveau de l'argent qui va être absolument monumentale. Voilà. Donc, je suis dubitatif. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. J'aimerais, mais c'est pour ça que je change souvent d'avis d'un jour à l'autre, parce que des fois je suis optimiste, des fois pas. Je me permets de rebondir parce qu'on avait évoqué aussi la possibilité d'entraîner les IA avec des images internes, c'est-à-dire d'un illustrateur qui remplirait sa base de données d'IA pour que l'IA crée des images à sa façon. Et auquel cas, ça pose plus ce problème-là. Et ça, c'est des choses en interne qui peuvent être mises en place, notamment par Stable Diffusion, j'imagine, en open source. Oui, mais Stable Diffusion n'est pas propre non plus. Hein. Tu vois, ils ont tous utilisé la même base de données au départ.
ils sont obligés d'avoir des milliards de données. C'est-à-dire que ça ne suffit pas en fait d'avoir une centaine d'images de ta propre production, même 1000 images, ça ne suffit pas. En fait, elle va réussir à imiter ton style, mais elle a besoin derrière de 5 milliards d'images à peu près, voire beaucoup plus pour être encore plus performante. Donc, il n'y a pas de base propre, si tu veux. Maintenant, il ne faut pas non plus fantasmer le truc. On a accès, hein, c'est la base Huion, c'est allemand, il me semble. Je crois que c'est Huion, mais je me dis peut-être une bêtise. On peut aller voir quelles sont les images. Il y a autant d'images pourries que d'images d'artistes magnifiques. C'est-à-dire que l'IA a besoin vraiment d'un spectre absolument gigantesque de la production humaine. Il peut y avoir des dessins d'enfants, il peut y avoir des images dégueulasses, vieilles. Vous voyez, c'est pas, on ne prend pas le top des images pour créer la meilleure des IA. Ce n'est pas comme ça que ça marche, le modèle de diffusion. Voilà, que vous le sachiez quand même. Il y a beaucoup de mythes autour de ça, mais voilà. Ok, merci. On va passer à la deuxième question du coup. J'ai remarqué dernièrement, en allant chercher des images sur Adobe Stock, qu'il y avait 50% du contenu d'Adobe Stock qui était généré par IA maintenant, à peu près. C'est que ça m'étonne pas. Mais il y a la question aussi de la qualité des images générées. Et je me posais la question de savoir si une IA générative n'avait pas tendance à décliner, puisqu'elle se nourrissait de plus en plus de sa propre production. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'appauvrissement, de standardisation ça se voit déjà sur Adobe Stock, hein, franchement, ils essaient de remplacer les images corporate par les IA. Non, ça ne marche pas. Déjà, ça se voit. Puis même, c'est pas vivant. Déjà, les images corporate sur Adobe Stock, c'était pas terrible, mais alors là... Voilà. Et donc, il y a un effet d'appauvrissement, en fait, je trouve. C'est vrai pour Adobe. Parce qu'ils essaient d'avoir une base clean. C'est vrai pour Adobe, parce qu'ils essaient d'avoir une base clean, mais ils mentent, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup utilisé en fait les images de Midjourney. Là, c'est sorti il n'y a pas très longtemps cette affaire. Donc voilà, ils mentent. Maintenant, l'IA d'Adobe n'est pas très puissante. Hein. C'est quand même pas fantastique. Ils s'en foutent du public, contrairement par exemple à Midjourney. Midjourney écoute beaucoup ce que les gens veulent. Et ils ont conscience que s'ils continuent comme ça aussi, ils vont faire que des images génériques. Comme vous le dites, c'est tout à fait vrai, ça peut se mordre la queue. Mais là, par exemple, ils ont mis en place d'autres outils qui permettent de faire des images totalement uniques. Enfin, uniques. On intègre en fait un style, par exemple avec une image. Elle va prendre le style de l'image, c'est-à-dire la lumière, la couleur, pas tant ce qu'il y a dans l'image, hein, c'est-à-dire le personnage ou le décor. Et on peut mixer ça à l'infini, en fait. Donc, on produit... En fait, il demande à l'humain, finalement, de réintroduire de la nouveauté. Voilà. Et comme même s'ils ne nous disent pas clairement comment ils font leur modèle, moi, je suis persuadé que leur modèle évolue par rapport à ce que les gens font. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits que nous sur les images. C'est dans le contrat avec Midjourney. Et du coup, le modèle s'améliore quand même. Okay. Voilà. Ce que ne fait pas Adobe. Adobe essaie de faire du générique, vendre du générique un peu ennuyeux, et leur IA est plutôt ennuyeuse. Voilà. Okay, merci. Donc non, il y a des parades, en fait. Il y a des parades, et le pire, c'est que c'est nous qui fabriquons ça, quoi, en tant qu'utilisateurs, quoi. Là, la plupart des gens n'y réfléchissent pas à ça, en fait. On a l'impression que c'est cool. Non, en fait, on alimente cette grosse machine qu'est Midjourney. Merci. On passe à une troisième question, du coup. Merci. Donc voilà, Aurélie de Paris-Saclay. Alors moi, c'était un peu une anecdote que je voulais partager avec vous qui m'a un petit peu effrayée. Pour être dans un service e-learning, donc très tourné pour la pédagogie. J'ai eu un entretien d'embauche il y a 2 mois pour une célèbre école de commerce qui m'a expliqué qu'ils allaient utiliser Synthesia pour produire des cours, parce que c'était hyper pratique de mettre le cours d'un prof qu'il a rédigé dans un texte, un doc, et qu'il y a un avatar qui allait pouvoir le dire dans toutes les langues. Et donc je me suis dit qu'en
en termes de contenu pédagogique, innovation pédagogique, scénarisation, c'était quand même un peu peau de chagrin. Mais ils trouvaient ça formidable et fantastique parce que ça allait vite. Bah, c'est surtout qu'ils vont pouvoir remplacer les profs, non? Je sais pas. Bah voilà, c'est ça. Non, mais voilà, clairement, c'est pas une question de pédagogie ou toutes ces conneries, c'est juste, ça va coûter moins cher. Donc, oui, absolument, c'est absolument effrayant. Mais pour combien de temps, combien de temps ça va durer, en fait, ce genre de truc? Comme je vous dis, c'est très possible qu'on revienne en arrière. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui se passent en ce moment, comme le site Cura, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. En fait, c'est plein d'artistes qui ont quitté toutes les plateformes, comme Facebook, tout ça, dès qu'ils ont appris que leur œuvre allait être prise pour fabriquer les modèles. Et donc, ils sont allés sur Cura, qui interdit l'IA. Il y a des entreprises qui ont fait des campagnes de pub qui étaient des images IA. Ça a été détecté, ça a fait ce qu'on appelle un shitstorm. Je pense que vous connaissez le terme, c'est-à-dire que c'est un vrai déferlement sur les réseaux sociaux de gens qui disent mais voilà, c'est dégueulasse ce que vous faites, vous employez plus personne. Donc il y a quand même encore un attachement à l'humain. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont fascinés par l'IA, ils trouvent ça cool, mais c'est tout à fait possible qu'on revienne en arrière et qu'on veuille un vrai prof, quoi. Et que quand je vais à la CAF, je veux vraiment quelqu'un et pas une IA. Et quand j'achète une œuvre, je veux une œuvre faite par un artiste et pas une IA. C'est des choses que, moi, en tant qu'artiste, pour le moment, depuis Duchamp, en fait, on a été un peu dédouané de ça. Duchamp, il a dit, l'art, c'est le concept, en gros. Voilà, l'art, c'est l'idée. Bon, super, je suis peinard. Sauf que le galeriste, à un moment donné, peut-être qu'il va vouloir des artistes qui n'existent pas, quoi. Parce que Régis Gonzalez, il fait chier, il veut une chambre d'hôtel quand il veut manger, il faut lui vendre ses trucs, il faut déclarer. Bon, peut-être qu'à un moment donné, je vais faire une IA qui va faire des œuvres d'art. Mais combien de temps ça va durer? Je pense qu'il y a un gros effet de buzz, il y a un gros effet, ouais, c'est cool, c'est fascinant, mais la bulle va aussi probablement se dégonfler pour rester vraiment uniquement pour les professionnels. Mais il y aura plein de métiers entre-temps qui vont virer, quand même. Mais le métier de prof, j'ai quand même un peu de mal encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... On va faire un break là-dessus, Régis. On va prendre une question suivante. Moi, c'est plus une remarque. En fait, je suis un artiste décolonial qui s'appelle Someboy et qui a fait un travail justement sur l'intelligence artificielle où en fait il a demandé à générer en fait je crois que c'était OpenAI de générer une image d'une femme noire dans les années 1900-1940 qui frappait un homme blanc. Et l'intelligence artificielle a bloqué, n'arrivait pas à produire cette photographie, mettait toujours un homme blanc qui frappait la femme noire, etc. Et donc il a fait toute sa vidéo et toute sa performance sur comment il a réussi à finalement obtenir l'image finale qu'il a, qui est plus ou moins satisfaisante. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment l'intelligence artificielle est prise dans des idéologies, des façons de se représenter le monde et de ces façons de représenter le monde qui sont en fait des trucs très humains et très lié à notre propre conception et voilà. Et justement, je trouvais que c'était intéressant parce que ça interrogeait en fait sur nous notre place et notamment dans les universités où on crée des regards sur le monde, des visions sur le monde en fait, que ce soit par les mots, par les enseignants, mais nous aussi avec les services audiovisuels où on est responsable finalement d'images que l'on produit. Moi, j'avais une expérience sans intelligence artificielle où j'avais fait des vidéos pour un labo de physique atmosphérique et après j'avais envoyé la vidéo et il m'avait dit c'est cool, c'est super la vidéo, mais par contre il y a un autre truc, on n'est pas trop à l'aise et si tu peux le changer, c'est qu'en fait tous les scientifiques c'est des mecs et je ne m'étais pas rendu compte, c'est parce que je cherche une image de scientifique, je le trouve sur internet, évidemment je vois que des mecs et du coup je me pose pas des questions, donc évidemment on a changé le truc et tout ça, surtout que le labo il y avait 70% de filles. Mais du coup, je trouve ça intéressant en fait aussi sur nos rapports à l'image, de comment on va vite, mais on se rend compte que ça nous emmène sur des stéréotypes. Et je trouve qu'il y a beaucoup ça avec l'intelligence artificielle. Oui, avant de te laisser reprendre la parole, Régis, c'était
une vraie problématique qu'on avait soulevée aussi, qui était que finalement l'uniformisation aussi des productions, c'est-à-dire si on marque femme à la plage, elle va être de plus en plus stéréotypée, je sais pas, une femme blonde dans les standards, type image qu'on trouverait dans Elle ou dans le magazine féminin, et que ça c'est un vrai problème de l'IA actuellement. Et le but c'est peut-être justement de lui faire sortir des images un peu différentes pour pouvoir sortir du cadre. Ça revient exactement à ce que tu disais. Hein. Vas-y Régis. C'était vrai et ça l'est de moins en moins, en fait. Parce que Midjourney, par exemple, s'en est rendu compte. Ils ont bien ramassé par rapport à ça. Ils ont tenu compte de ce que disaient les gens. C'est-à-dire que c'est vrai que sous la V5, si on tapait jolie femme, on avait forcément une blonde blanche, pulpeuse. Voilà, très typique, plutôt américaine d'ailleurs. Et c'est plus le cas sur la V6, par exemple. Quand on tape un prompt dans Midjourney, il nous donne 4 images. Hein, d'accord. Donc avant, on avait 4 blondes. Voilà, 4 blondes blanches. Désormais, on a des blondes, pas forcément, mais on a des afro-américaines, hindoues, asiatiques, des cheveux de couleurs différentes. Donc, c'est en train de changer. En fait, il suffit de s'en rendre compte. Sachant que ce sont des machines statistiques, il suffit de changer les statistiques, tout simplement. Après, par contre, par rapport à ce que tu dis, de la responsabilité, ça, c'est plutôt quelque chose. C'est une question qui est très intéressante. C'est-à-dire, de toute façon, elle s'inspire des images qu'on a fabriquées sur Google, on va dire, depuis qu'il y a Internet. Hein, d'accord. Il n'y a pas d'autres images dans l'algorithme avant Internet. Qui a fabriqué ces images? Qui a fabriqué ces stéréotypes? Bon, déjà, beaucoup d'images sont américaines, c'est vrai. C'est la plupart, enfin, un très grand nombre de sites est américain parce qu'ils se sont appropriés ça, parce que les gouvernements ont mis énormément d'argent pour développer Internet. Donc, c'est vrai que quand on tape un CEO, si je veux juste un CEO, il va être toujours blanc, quoi. Mais si on regarde les photos d'Adobe Stock et qu'on tape CEO, il est blanc. Vous voyez? Mais qui a produit ces images? Mais c'est nous, quoi, qui avons produit ces images. On a accepté aussi de produire ces images. On a accepté de produire ces stéréotypes. Notre responsabilité est quand même assez grande face aux IA. Je crois. C'est pas très agréable à écouter, hein. C'est pas très agréable à entendre, mais il faut faire quand même face à ça. C'est qu'on a accepté aussi de faire de la merde. Internet a eu besoin d'images, de plein d'images. Donc, on a fait des images à gogo et c'est vrai que les journées ne font que 24 heures. On n'a pas beaucoup de temps. C'était plutôt bien payé de faire cette image un peu dégueulasse de ce CEO blanc pour stock machin. J'ai gagné plein d'argent, c'était cool, j'ai profité de ça, j'ai profité du capitalisme. Et maintenant, il y a une IA qui fait aussi bien que moi des images aussi médiocres que celles que j'ai faites, avec les mêmes stéréotypes. Vous voyez, on a quelque part une petite responsabilité là-dedans. C'est, à mon avis, la question centrale là-dedans et qu'il faut s'interroger, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre métier? Quel est votre métier? On fait des images basiques, banales, on accepte n'importe quoi. Quelle idée de l'art on a? Quelle importance ça a dans notre vie? Quelle importance on peut penser que ça peut avoir sur la vie des autres? Voilà, là, je vous parle peut-être d'éthique, hein, je ne sais pas, ou de morale, je ne sais pas trop comment on dit, mais à mon avis, ce sont des questions centrales pour le futur de n'importe quelle avancée technologique, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ça peut avoir des répercussions et on le voit là. Voilà. Merci Régis. On va prendre les dernières questions. Déjà une ici. Vas-y. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous étiez, vous, satisfait des réponses que vous avez eues de l'IA par rapport à vos 2 courts-métrages qu'on a vus. Enfin, je suppose qu'il y a d'autres projets, mais d'une manière générale, ça correspond au prompt que vous imaginiez. Quand vous faites votre prompt, est-ce que ça correspond à votre imaginaire ou pas du tout? J'ai fabriqué les images sous la V5 de Midjourney et avec une fonction assez spécifique qui donnait des résultats très étonnants. Qui ne donnait pas des bons résultats, on va dire, pour la moyenne générale des gens, mais que moi, j'ai trouvé justement extrêmement intéressant. Et après, en connaissant les modèles, petit à petit, même en connaissant la vidéo ou les IA, comment elles fonctionnent, je ne veux pas dire qu'on maîtrise, mais disons qu'avec cette image-là, je sais qu'elle peut partir en couille. Vous voyez? Donc, il y a énormément de surprises,
Mais le plus gros boulot, en fait, dans tout ça, c'est le choix, en fait. C'est de se dire, tiens, ça, c'est une image intéressante. Ça m'intéresse. J'ai fait plus de 30 000 images sur Midjourney en moins de 2 ans. Il y en a 200 de bonnes à tout casser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le choix curatorial est extrêmement important puisque c'est très rapide de faire des images. Je peux faire avec la même image, je peux essayer 10 vidéos différentes, il va me donner 10 choses différentes. Laquelle je choisis là-dedans. Voilà, donc il y a une part d'impro quand même qui est très intéressant, que du coup, là, dans ces moments-là, je trouve qu'il y a une collaboration avec la machine qui est plutôt intéressante. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut trouver. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Est-ce qu'on prend une dernière question peut-être? Est-ce que le temps court? T'as pas le micro? Vas-y. Oui, une dernière question. Oui, alors j'avais pas mal de questions à vous poser, ce ne sera pas du tout technique. Alors déjà, merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Merci. J'aime beaucoup l'horreur et j'aime beaucoup ce qui est terrifiant dans l'horreur et ça fait longtemps que j'ai pas eu aussi peur, donc merci. Ah bah ça, c'est un sacré compliment, merci. Vous avez évoqué plusieurs choses que j'aimerais bien voir explicitées, notamment que vous aimiez les défauts. Moi, ce que je trouvais passionnant dans Midjourney, lorsque elle est arrivée sur le marché, donc déjà à passer à la moulinette de l'utilisateur, c'est qu'elle avait l'intelligence de ne pas nous mettre une image parfaite, mais de nous mettre une image que notre cerveau est capable de reconstituer. L'intelligence artificielle était déjà capable de considérer comment l'œil humain, il s'en foutait des défauts, ce qu'il veut, c'est connaître ses repères et savoir te remettre une image. Et même en tant que technicien qui avons l'œil un petit peu aiguisé, je vois une image de Midjourney, la première chose que je vois, c'est ce que veut me montrer Midjourney. Ensuite, je creuse un petit peu et je vois que c'est bourré d'artefacts. Mais déjà, je la trouve très intelligente à ce niveau-là, l'IA. Et vous avez réussi à l'instrumentaliser, il me semble, parce que ça touche à la vallée de l'étrange et vous ne l'avez pas évoqué, mais qu'on voit que c'est pas naturel en fait et qu'il y a quelque chose qui est assez angoissant, c'est presque vrai, on ne sait pas où se repérer et vous l'avez super bien utilisé dans vos courts-métrages qui nous mettent très mal, enfin en tout cas moi qui me mettent très mal à l'aise, parce qu'il y a ce côté, c'est pas terrifiant en soi, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où regarder, et cette espèce de vallée de l'étrange, vous avez l'air quand même assez familier avec le rabbit hole, etc. Enfin, moi, ça me fait penser aux Luminals ou au Backroom sur Internet, qui est quelque chose juste de pas terrifiant en soi, mais de très étrange et qui nous met très mal à l'aise. Et ma dernière réflexion, ça serait, ok, elle a été nourrie via Internet au départ, et puis elle a été mise à la moulinette des utilisateurs, sauf que les premiers utilisateurs à s'en être emparés, ce sont les artistes. Ce qui fait que cette IA devient une IA d'artistes. Ça aurait pu être des architectes, hein, je dis n'importe quoi, mais du coup, elle serait super compétente pour faire des plans. C'est pas le cas. Et du coup, voilà, j'aimerais bien votre point de vue sur ces différents sujets. C'est vrai que Midjourney particulièrement a été créé par un designer déjà. C'est un designer, donc c'est un mec qui a quand même une vraie idée de l'art en tout cas. Qui est-ce qu'elle est d'ailleurs hein. La plupart du temps, je ne suis pas d'accord avec sa ligne directrice, toutes les choses qui sont censurées sur Midjourney qu'on ne peut pas faire. Voilà, parce qu'il a une idée du beau, on n'est pas du tout d'accord là-dessus. Mais au moins, il a une idée de ce à quoi sa machine peut servir. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup utilisée par les artistes. Pas que maintenant, parce qu'elle est quand même vraiment extrêmement performante, extrêmement volatile pour à peu près tout type d'image quand même. Que ce soit de l'image institutionnelle, la photo bête et méchante, le cartoon. À partir du moment où on peut rentrer un style, en fait, comme, ce qui est vraiment la grosse innovation de Midjourney récemment, c'est pas qu'il n'y ait plus des mecs avec 6 doigts, c'est plutôt qu'on peut introduire un style. Elle peut reproduire un style parfaitement. Et voilà. Après, pour la première partie, je ne sais pas trop quoi dire parce que tu as un peu tout dit. Effectivement, ce côté liminal space, c'est très intéressant ce que tu dis. Je n'y avais pas pensé.
Mais c'est tout à fait ça, ouais. On ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est faux, quand est-ce que ça se passe. Pour moi, ça parle aussi un peu de, tu vois, ce temps de latence, the latency, quand elle est en train de créer cette image, quoi. Voilà, on dit que les IA rêvent à ce moment-là. C'est ce qui fait que parfois, on a un peu cet effet de délire. Et tu vois à la fin du court-métrage, d'ailleurs, il y a la petite bestiole qui ferme, il y a le personnage qui ferme l'œil, comme si elle se rendormait. C'est vrai qu'il y a un côté rêve comme ça, que je trouve à exploiter, que je trouve assez fascinant, le fait qu'on dise qu'elle rêve. Parce qu'il y a un truc aussi quand même, c'est que même les scientifiques, même ceux qui fabriquent les IA, il y a des choses qui leur échappent, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et à la fois, ça me fascine, ça me fait extrêmement peur, et je trouve ça même aussi assez beau. Il y a quelque chose qui nous échappe dans une création à la Frankenstein un peu. Voilà. Merci pour la question. Je te remercie. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que le temps imparti voilà, c'est terminé. Donc, et comme c'était la dernière table ronde qu'on animait ou que j'animais, je tiens à remercier au nom de Lanstia tout le monde d'être resté, à Régis d'avoir bien voulu présenter son travail et donner quelques informations cruciales sur les IA, et les petits mots pour les améliorations dans la boîte à questions, les partenaires en bas, et soit aux Journées nationales en novembre, soit l'année prochaine, aux prochaines rencontres audiovisuelles, et on sera très heureux de vous revoir. Voilà, à bientôt Internet.